Alors, qu'est-ce que voulait dire être danseur à l'époque où M. Huneau a décidé que ce serait sa vocation? Il faut comprendre que la société québécoise avait plusieurs tabous auxquels il devait faire face. Le premier était bien sûr celui que l'on connaît de cette époque-là, qui était celui du clergé, qui avait une omnipuissance et qui donnait plusieurs interdits, qui donc inévitablement devenaient des tabous, à l'égard, entre autres, de la danse. Ce qui ne veut pas dire que la danse était prohibée sous toutes ses formes, mais il y avait quand même certaines restrictions de sa pratique qui faisaient en sorte que dans la société, on avait certaines réticences à la pratiquer dans certains contextes. Beaucoup moins, bien sûr, en ville, milieu d'où vient M. Huneau, mais néanmoins, il y avait dans les journaux de l'époque beaucoup d'interdictions par rapport à la danse. Donc, c'était le premier tabou auquel M. Huneau devait faire face. Le deuxième, c'est aussi lié à une différence de classe qui existait. Donc, il est certain que devenir d'une bourgeoisie montréalaise aurait été beaucoup plus facilitant pour M. Huneau. Si on pense aux deux autres hommes qui ont fait carrière à l'époque, Roland Lorrain et Marc Baudet, qui, eux, venaient de la bourgeoisie, leurs parents étaient suffisamment ouverts pour leur permettre de partir étudier en Europe, et ainsi, ils ont tous les deux fait des carrières de danse en Europe comme danseurs professionnels. Possibilité que M. Huneau n'avait pas, compte tenu, et on y reviendra, de ses origines. Et le troisième tabou était bien sûr lié à la notion de virilité. Qu'est-ce qu'était un homme viril? Et assurément pas à cette époque-là un homme qui faisait de la danse. Alors, c'est un peu paradoxal, parce que pour être un danseur de cette époque-là, il fallait déployer beaucoup de caractères liés à la virilité, comme la puissance, par exemple. Il fallait développer beaucoup de puissance dans le travail des jambes. Il fallait avoir un saut, un ballon, être capable de sauter haut, avoir beaucoup de force. Il fallait aussi tourner très rapidement et les hommes faisaient des doubles tours en l'air. Il fallait tourner droit. Donc, ça demandait beaucoup de puissance. Et il fallait aussi dégager une force qui était, bien sûr, qui incarnait toute la virilité qu'on peut repérer chez les danseurs de ballet. Pensons un peu aussi à quel était le Québec du temps où M. Huneau a décidé d'embrasser une carrière. D'abord, premièrement, il vient d'un milieu pauvre. Il vient de ce qu'on appelait à cette époque-là le Faubourg Amelas, qui est donc le quartier pauvre de l'Est, en opposition à Saint-Henri, qui était le quartier pauvre de l'Ouest. Donc, ses origines modestes et sa situation familiale, où il n'y a pas de connaissance particulière des arts et de la culture, fait en sorte que ça ne le prédestine pas au départ à avoir une carrière d'artiste et encore moins de danseur. Cela étant dit, il faut quand même penser que dans le Québec des années 30-40, il existe à Montréal des hommes qui ont des écoles de danse. Il y a Maurice Lacasse-Morenoff, qui a une école, et encore une fois dans l'est de la ville, et Gérald Crevier, qui a une école dans l'ouest de la ville. Du côté de Lacasse-Morenoff, où est-ce que M. Huneau va principalement étudier, on est plus dans une danse acrobatique. M. Morenoff lui-même est un modèle qui est plus dans une danse acrobatique parce qu'il va lui-même parcourir l'Amérique du Nord dans une troupe où on fait des acrobaties. Néanmoins, l'école qu'il dirige et qui a été aussi fondée par son père, à Bondius, fait du ballet, il y a de la claquette, il y a les danses sociales, bien sûr, à l'époque. Tandis que du côté de Gérald Crevier, où est-ce que, assurément, M. Huneau a probablement ou suivi des cours ou en tout cas été en contact, M. Gérald Crevier, lui, venait vraiment de l'équilibre qu'il y a entre une danse un peu plus, je dirais, populaire et une autre plus formelle, parce que lui, il a étudié en Angleterre pour passer les examens du Royal Academy of Dancing. Donc, il avait une formation très normée, je dirais, par rapport au ballet. Et ces spectacles, d'ailleurs, avec les photos qu'on peut voir, montrent des scènes très bien organisées et on pourrait dire, pour un niveau technique à l'époque, plutôt bien.
Alors, il se retrouve donc dans une situation où est-ce qu'il décide malgré tout. Alors, on peut comprendre que c'est une passion intrinsèque. Il la porte en lui et au-delà de tous ces facteurs-là qui ne semblent pas aidants du tout, il va quand même se dévouer à la danse. Et ce que l'on sait, c'est qu'il va se rendre à New York. Il va aller à l'American Ballet Theatre pour voir quelles sont les possibilités pour lui de continuer à travailler le ballet parce que, disons-le, c'est le ballet qui l'intéresse à l'époque. Et il va revenir, malgré tout, ce ne sera pas si probant à ce moment-là, il va revenir malgré tout à Montréal et va faire quelques spectacles avec l'école de la Casse-Moronoff, qui, à cette époque-là, travaille aux variétés lyriques et fait des opérettes, travaille beaucoup avec les opérettes des variétés lyriques. Donc, beaucoup de chance et j'imagine aussi sa détermination vont faire en sorte que, une année plus tard, après qu'il ait fait cette tentative à l'American Ballet de New York, l'American Ballet vient à Montréal et un danseur se blesse. Alors, on fait passer une audition. Il a déjà, M. No, assisté à une classe de maître de Rosella Hightower, qui travaille avec l'American Ballet, et elle dit à Anton Dolin, qui fait passer l'audition, « Écoute, j'ai peut-être quelqu'un pour toi qui pourrait faire l'affaire pour remplacer au pied levé le danseur qui vient de se blesser. » Et c'est M. No qui va se retrouver là. Et là, probablement que ce qu'il va avoir, parce que ça aurait été une qualité qu'on lui a reconnue toute sa vie, probablement qu'il va avoir une grande facilité à apprendre ce qu'on lui montre, parce qu'il a une mémoire formidable, déjà à l'époque, et peut retenir beaucoup d'informations de danse, parce que pensons bien que ce n'est pas simple retenir des pas de danse, alignés les uns après les autres. On y prend l'habitude au fil de notre carrière, mais ce n'est pas quand même quelque chose qui est facile au départ. Donc, lui a cette capacité d'apprendre très rapidement. L'histoire n'est pas claire, à savoir qu'est-ce qu'il a appris et qui lui a permis d'entrer dans la compagnie, à savoir est-ce que c'était la mazurka de La Belle au bois dormant qu'il devait danser ou un personnage dans Petrouchka. On n'en sait rien parce que les biographies ne sont pas unanimes par rapport à cette question-là. Peu importe, en 1944, donc M. Fernand Boissonneau va se nommer maintenant Fernand No et va partir à New York avec la compagnie de l'American Ballet Theatre pour commencer sa carrière et pendant 21 ans, s'y consacrer et s'ouvrir sur un univers de danse qui, à cette époque-là, est dans une très grande effervescence.